Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais vous présente l'Antidote. L'alcool et le travail ne font pas toujours bon ménage, même s'il est parfois associé au moment de fête pour marquer le départ à la retraite, une promotion ou un contrat signé. Il est aussi consommé pour décompresser suite à un stress particulier ou quotidien. Environ 3 à 5% de la population suisse a des problèmes avec l'alcool et on retrouve cette proportion dans le milieu du travail. La consommation d'alcool peut même passer inaperçue ou sous le silence, comme un tabou qui relève de la vie privée. De plus en plus d'entreprises osent en parler et mettre en place des mesures qui limitent non seulement les possibilités de consommer sur le lieu de travail, mais qui viennent surtout en aide aux employés avec un problème d'alcool. Donc, si je comprends bien, Jean-François, lui, commence sa journée de travail souvent avant le lever du soleil. À 10h, il s'autorise une bière. Comme tenancier de restaurant, il est sans cesse en contact avec l'alcool. Les jours où il travaille, il peut consommer plus de 2 litres de vin. Ça dépend encore avec qui je me trouve. C'est vrai que souvent, comme j'ai la chance d'avoir une clientèle qui est composée soit d'anciens amis, soit que je me suis fait de nouveaux amis, les sollicitations sont nombreuses. Alors après, c'est justement là qu'il faut faire attention et ne pas se laisser piéger. Le piège peut assez facilement fonctionner au moment où vous êtes dans des problèmes personnels qui vous travaillent, c'est le cas de dire, et qui, en définitive, vous rendent plus fragile, donc vous avez plus tendance à consommer. Vous êtes attentif à ça ? Je ne suis pas toujours assez, mais j'ai certaines fois une collègue qui me le rappelle. Simplement, moi j'aime boire un verre, alors ça je ne vais surtout pas le cacher. J'ai proscrit par contre les alcools forts parce que je considère que quand la bière et le vin, ça suffit déjà amplement. Bien sûr que ça a un côté incitatif, vous avez tout à portée de main, c'est clair, mais par contre, il est possible de faire ce travail sans consommer de l'alcool. Simplement, c'est vrai que le fait de boire vous rend en général un peu plus bavard. Est-ce que réellement j'ai besoin de ça pour l'être ? Je ne suis pas sûr, mais ça permet d'avoir des propos beaucoup plus déliés. En tout cas dans un premier temps. Après quand il y a trop, ça ne va plus, mais ça c'est autre chose. Jean-François essaie de rester attentif à sa consommation. Durant les jours de congé, il ne boit en principe pas et il n'autorise pas la consommation d'alcool à ses employés. Les domaines de l'hôtellerie et de la construction sont les plus touchés en termes de consommation d'alcool, selon une enquête menée par l'OFSP, la SUVA et le SECO. Les occasions de partager un verre sont nombreuses et il est parfois difficile de dire non. Boisson désaltérante, enfin surtout pour toi d'ailleurs. Avant de reprendre ce restaurant, Jean-François, lui, a longtemps travaillé dans un autre métier à risque. Il était journaliste et photographe de presse à une époque où l'alcool coulait à flot dans les rédactions. Je crois qu'il y avait une ambiance beaucoup plus festive. Fin des années 70, je travaillais chez Edipresse à Lausanne et on avait un bar privé au sein de la rédaction, enfin de la tour, qui regroupait les rédactions de la Tribune le matin et de 24 heures. Et le bar fonctionnait comme un lieu public. On finissait à des heures impossibles et tout. La consommation d'alcool était presque obligatoire, je dirais. Si vous demandiez une eau minérale à 11h le matin en lieu et place d'un coup de blanc, on vous demandait si vous étiez malade. Depuis l'entrée en vigueur du 0,5 pour 1000, il est peut-être plus facile pour les journalistes, les agents d'assurance ou les politiciens de refuser un verre durant les heures de travail.
Moi, je me rappelle très bien, ça c'était plutôt dans les années 80, j'étais parti une fois chez un vigneron avec un stagiaire qui avait refusé un verre. Il avait eu énormément de peine à faire son sujet. On lui avait trouvé une vieille limonade complètement passée et qui était en tout cas pas froide, pour bien lui faire comprendre que ça se faisait pas. Les mentalités ont changé. Surtout, les entreprises ont commencé à évaluer les coûts d'une consommation d'alcool au travail en termes de productivité. Une personne présentant une consommation problématique a un rendement de 15% inférieur à celui des autres. Il en coûte 1 milliard de francs en perte de productivité et en accidents. Les entreprises en général s'intéressent donc de plus en plus aux questions de santé au travail, de prévention des accidents et de performance. Les bars ont quitté les rédactions. Et dans certaines grandes entreprises, comme ici chez Simo, les problèmes d'alcool sont inscrits noir sur blanc dans une véritable culture d'entreprise. On parle d'alcool sur le site depuis 1978. À l'époque, c'était encore SIBA. Il y a une action qu'on appelle Santox maintenant, qui est finalement la poursuite de cette action initiée en 1976, qui a été, revitalisée, redynamisée en 2004-2005. On considère une dépendance à l'alcool comme une maladie. Donc on donne le droit à une personne de se soigner. Pour nous, pour toutes les situations dangereuses, les gens qui travaillent dans un contexte dangereux, c'est 0-0. Donc le transport, les gens qui s'occupent d'intervention ou dans certains domaines spécifiques de la chimie, ça sera 0. Par contre, pour les autres, ça sera 0,5. Et là, on est en lien avec la loi sur la circulation routière. Néanmoins, et on le dit dans notre politique, les personnes doivent venir aptes au travail. On s'attend à ce qu'un collaborateur prenne en charge, soit responsable et puisse dire « je ne suis pas apte, je ne viens pas travailler ». Aujourd'hui, sur le site de l'entreprise, c'est tolérance zéro. Pas de consommation non plus au restaurant de l'entreprise. Les moules seront accompagnés ce midi de bière sans alcool. Mais Simo est allée beaucoup plus loin que de poser des règles. Elle a aussi voulu parler des problèmes d'alcool au travail, lever le tabou dans le but d'amener le collaborateur à se soigner. On va premièrement dire aux chefs que c'est de leur responsabilité de jouer ce rôle d'observateur, de jeter un coup d'œil. La loi dit que le chef doit s'assurer que les gens viennent aptes au travail. Alors ils ne sont pas médecins, ils ne vont pas poser de diagnostic, on ne veut surtout pas qu'ils posent un diagnostic. Mais si une personne a un doute sur l'aptitude d'un collaborateur, le premier réflexe qu'il doit avoir, c'est de s'adresser au service médical. On a un service médical, donc c'est un avantage et on doit l'utiliser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans une démarche, si on a une personne qui souffre d'un problème de dépendance, ça sera surtout pour le chef de se concentrer sur les aspects de dysfonctionnement. Il a des retards, il fait moins bien son travail, il a des problèmes relationnels, et non pas de s'arrêter sur un diagnostic, tu bois et puis tu me poses un problème. Non, on s'arrête sur les dysfonctionnements et on travaille sur les dysfonctionnements. Ce qui permettra au chef d'être beaucoup plus concret, d'être beaucoup plus pragmatique dans une démarche et non pas se baser sur un scénario qui est peut-être hypothétique. L'entreprise va aussi travailler en réseau avec des spécialistes de la dépendance comme Addiction Valais, le Cyprès, le RSV ou la Maison de la Famille pour aider la personne à se sortir de cette dépendance. Dwight Roderick est responsable de la prévention et de la formation des cadres au sein des entreprises chez Addiction Suisse. Si on peut synthétiser notre approche, on dit souvent à l'encadrement que le but, c'est pas d'avoir raison, mais de faire entendre raison, c'est-à-dire de développer des éléments factuels de changement, de travail pour pouvoir entrer en matière avec une personne. Parce que si une personne, vous lui parlez directement d'une surconsommation d'alcool, t'as trop bu, etc., la personne, je suis pas sûr qu'elle vous dise « merci de me l'avoir dit, je vais faire une cure de désintoxication ». Elle va vous dire « c'est pas vrai, de quoi tu te mêles, c'est ma vie privée ». Par contre, si le cadre ou le manager dit « écoute, depuis quelque temps, voilà les éléments factuels de changement au travail que j'ai pu remarquer, t'es plus à ton aise, tu t'isoles, tu travailles un peu moins bien et tout ça, je m'inquiète pour toi ». Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas du tout dans la même approche que si on accuse directement quelqu'un d'avoir trop bu, même si on a raison. Mais le but, c'est pas d'avoir raison. Je répète, c'est de faire entendre raison. En Suisse, la part de salariés présentant une consommation d'alcool problématique est de 2%, ce qui représente environ 70 000 personnes. Mais le taux pourrait être encore plus élevé, jusqu'à 5% selon Addiction Suisse. Et lorsque la politique de l'entreprise est claire et définie, les résultats sont encourageants.
ces dernières années, on a tiré au sort 400 collaborateurs. Il y a 2 personnes qui dépassaient la norme. Donc 2 sur 400, c'est un taux qui est je ne veux pas dire satisfaisant parce qu'on aimerait être à 0, mais c'est un taux qui nous dit que finalement les mesures, le fait qu'on a dédiabolisé l'alcoolisme, ou en tout cas le sujet, ça porte ses fruits. Je pense que maintenant on n'a plus de cas où on parque l'alcoolique et puis on attend que ça passe. Non, les chefs sont bien conscients de leur rôle, les collaborateurs sont bien conscients de leur rôle, et puis je pense qu'il y a une conscience qui est partagée, des responsabilités qui sont partagées, et puis ça porte ses fruits. Une des choses qui me frappe, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans plusieurs grosses entreprises où on avait des gens qui étaient les cas sociaux de la maison. Moi je me souviens d'un gars qui était un peu alcoolo, un peu incompétent, un peu toutes sortes de choses. Puis on le plaçait, il avait un bout d'atelier dans un coin, il faisait 2-3 trucs mécaniques, il livrait le courrier, on lui avait trouvé quelque chose à faire, puis on le gardait, puis c'est sûr que c'était pas notre champion, mais il était intégré dans l'organisation, puis on le prenait en charge. Là c'est comme si on avait tellement bien dégraissé tout ça, comme on dit, que finalement seuls les performants peuvent rester. Et puis les individus pour qui c'est plus difficile, là on trouve un moyen de les éjecter le plus rapidement possible. Ce faisant, on en laisse de plus en plus sur le bord de la route. Et puis socialement, ça nous coûte une fortune, parce que ces gens-là, effectivement, se dégradent. Puis ceux qui étaient alcooliques dans l'organisation deviennent beaucoup plus alcooliques hors de l'organisation. Donc ça ne s'améliore pas. C'est quoi faire. Mais ça veut dire Christian Worrell est responsable de la recherche appliquée à l'école Arc Santé. Il est spécialisé dans les problèmes de santé au travail. Il insiste sur le fait que l'alcoolisme est aujourd'hui reconnu comme une maladie et qu'une entreprise ne peut pas congédier une personne parce qu'elle a des problèmes d'alcool. Il y a plusieurs étapes à franchir avant le licenciement. C'est ce qu'il appelle la théorie des 4 cons. Ce que je vois encore régulièrement dans certaines institutions, quand on parle politique de consommation, par exemple d'alcool, ce qu'ils appellent une politique, c'est tolérance zéro. Donc tu arrives, si tu as bu, tu es viré, au revoir, merci. Ça va en général au tribunal de prud'homme, puis on vous ramène la personne au bout de quelques temps parce que les procureurs considèrent que c'est pas normal. La bonne approche, entre guillemets, ce serait de dire on va avoir une gradation. On est censé être, en tant qu'organisation, un bon père de famille, et donc on va s'occuper de ses employés. On va travailler d'abord sur constater, convenir le fait qu'il existe un problème. C'est pour ça que je l'appelle la théorie des 4 cons, parce que le premier con, c'est convenir. C'est convenir avec l'employé qu'il a un problème. Des fois, ça prend du temps, il n'est pas d'accord, il va nier l'existence du problème, mais normalement, on devrait commencer par ça. Si ça ne marche pas, on peut continuer avec le convaincre. Alors, on a fait un certain nombre d'étapes dans le convenir, ça n'a pas donné ce qu'on voulait, on veut passer au convaincre. On va tenter de dire à l'employé, avec des moyens peut-être un peu plus rigoureux, la nécessité de faire quelque chose. On peut juste aller dans le modèle de la base de données ? Si on peut juste aller dans la définition des concepts. On se souviendra que la santé et la sécurité, c'est quelque chose qui est une co-responsabilité employeur-employé. Et donc l'employeur doit faire la démonstration qu'il accompagne l'employé, mais l'employé doit faire la démonstration qu'il accompagne l'employeur dans sa prise de responsabilité personnelle. Donc typiquement participer à une cure, accepter de traiter le problème, d'en faire quelque chose. On a le convenir, on a le convaincre. Si malgré ça, ça ne marche pas, on passe à un moment donné au contraindre. Puis dans le contraindre, les sanctions vont être de quel ordre? Alors des mises à pied, pour combien de temps, de quelle durée, etc. Puis enfin, quand tout a été essayé et puis que ça ne marche pas, là on rentre dans le 4e con qui est congédié. Marc a été congédié 2 fois pour des problèmes d'alcool. Il a travaillé dans le service extérieur de réparation pour des petites entreprises. Il a été licencié sur le champ suite à des comportements inacceptables, un accident de voiture et une bagarre. Les problèmes d'alcool l'ont toujours accompagné au travail et dans sa vie. Il se considère alcoolodépendant depuis l'âge de 16 ans. À l'âge de 15 ans, on est sorti une fois avec des copains. Puis j'ai commencé à boire de la bière. Puis à partir de là, je me suis dit, ça, c'est devenir adulte. Parce que je suis devenu moins timide, donc c'était beaucoup plus facile avec les filles. Désinhibant, plus peur de rien, je suis le meilleur, je suis le plus fort, hallucinant. Et là, je me suis dit, ça y est, je comprends maintenant ce que c'est vraiment d'être adulte. J'ai commencé par électricien radio-tv. Ensuite, j'ai travaillé dans la sécurité, dans les systèmes d'alarme. Puis l'alcool a toujours été présent au travail? Tout le temps, tout le temps. Mon apprentissage, que ce soit là, puis alors à l'armée, on a battu des records. Enfin bref, c'était comme ça, puis c'était normal. Et c'est normal tout le temps. Pour nous, c'est quand on ne boit pas d'alcool que c'est pas normal. Et il y a toujours cet alcool qui appelle. Je me rappelle, c'était
C'était terrible, je passais devant les terrasses et je voyais la bière, tu voyais la mousse, puis ça perlait sur les côtés. En apprentissage, je m'en suis sorti par les poils, mais j'ai réussi à avoir mon CFC. Puis après, je dirais, je me suis fait foutre dehors de 2 boîtes. Mais Manu Militaris, qui au début je ne comprenais pas, mais ce qui était juste normal, au point de vue de comment je pouvais être. Et après, là, j'ai changé. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment été trop loin. Mais j'ai continué à travailler pendant 20 ans en étant alcoolisé tous les jours. Mais avec tous les problèmes que ça incombe. Les retraits de permis, conduite sans permis, les risques, essayer de cacher son haleine parce que alors faut toujours avoir des chewing-gums avec soi. Quand on va chez les clients, pas sentir de l'alcool, mais c'est des trucs qui sont juste automatiques. On n'a pas besoin de se poser la question. On fume une cigarette avant, on préfère sentir la fumée que l'alcool. Puis on croit qu'on sent plus, mais en fait c'est une connerie. On se rend compte après quand on boit plus qu'à 10 mètres ça sent, faut pas rêver. Marc est abstinent depuis 13 ans maintenant, mais c'est un combat de tous les jours. L'alcool l'a complètement détruit. Il a plusieurs problèmes de santé en lien avec sa maladie. Mais durant plus de 20 ans, il ne s'est soucié de rien d'autre à côté de l'alcool. Je commençais le travail à 7h30 le matin. Je pense qu'à 9h, je devais m'envoyer ma première bière. Si je ne l'avais pas déjà bu à la maison en partant. Et puis après, elle arrive l'heure de l'apéro à 11h. Donc c'était régulièrement 3 décis de blanc, 2, 3, 4 Ricard en tout cas. Après, il y avait midi, le rouge, les pommes. Après, il y avait l'après-midi, le boulot, l'apéro à 5h, de nouveau des bières. Puis après, on finit le boulot. Puis on finit de se confrer à la maison. Puis on remet ça le lendemain, tout le temps. Et en fait, quand je bossais dans le service extérieur, je faisais mes tournées parce que je pouvais organiser mon travail. J'organisais mes journées en fonction d'où je voulais aller boire un verre. C'est pas le boulot qui me dictait ma manière de travailler. C'était mon envie du jour. On boit pour être bien au boulot. On boit pas pour se détruire. On boit juste pour pouvoir être capable de faire notre boulot comme il faut. Parce que si on boit pas quand on est alcoolique, quand vous êtes avec un tournevis, puis il faut aller dans les machines pour aller visser dans un engrenage, il ne faut pas perdre la vis, mais quand on a la tremblote, ça ne le fait pas. Donc on boit avant. C'était pas pour saloper le boulot, c'était tout le contraire. C'était vraiment pour que je fasse un boulot qui était irréprochable. Et en l'occurrence, il était irréprochable. Le boulot que je faisais, je ne parle pas de mon comportement. On commence à se balader dans la gare. Les personnes qui sont dépendantes ne sont pas forcément les plus mauvais employés. Ils arrivent à développer des stratégies au quotidien et leur consommation passe parfois inaperçue. Quand tu sors du buffet, pour la deuxième fois que tu vas arrêter de boire. Les gens qui ont une addiction, en général, s'accoutument, et donc s'accoutument de plus en plus, donc sont capables de donner le change en termes de comportement. C'est rare que vous voyez des gens qui ont une consommation d'alcool importante dans des milieux professionnels qui arrivent sous substance de manière inadéquate. Ils ont un comportement quasi normal, malgré le fait qu'ils sont sous substance, voire même grâce au fait qu'ils sont sous substance, à un moment donné, évidemment. Et donc l'addiction comme telle arrive à être plus ou moins cachée ou cohérente avec l'activité, ce qui fait que on n'en parle pas. Puis évidemment, c'est qui va ouvrir la boîte de Pandore. Ce qui est intéressant dans le monde du travail, c'est que par le biais du travail, on a un levier, une sorte d'épée de Damoclès qui dit à la personne, si vous continuez non pas à boire, parce qu'on ne peut pas interdire à quelqu'un de consommer dans sa vie privée, on peut interdire de consommer de l'alcool au travail, bien entendu. Mais en dehors de ça, on ne peut pas vraiment dire dans sa vie privée qu'il faut qu'il arrête de boire. Par contre, ce qu'on peut lui dire, c'est que s'il continue à dysfonctionner, suite à des consommations d'alcool ou autres, il peut y avoir des sanctions dans un premier temps qui peuvent être l'avertissement. Et c'est pour ça que cette approche-là fait que, pas toujours, mais en tout cas, ça augmente la probabilité que la personne concernée puisse sortir de son déni puis accepte quelque part la vision que l'entreprise a. Donc vous voyez, le but, c'est pas de licencier, mais c'est vraiment faire en sorte qu'à un moment donné, si problème il y a, eh bien effectivement la personne comprenne que si elle continue, elle peut avoir des conséquences. Et c'est parce que peut-être malheureusement il y a un avertissement que là aussi il peut y avoir un déclic et à ce moment-là peut-être la personne accepte de l'aide. Mais de nouveau, c'est des démarches qui marchent si on s'y prend relativement tôt. Si ça fait 20, 30 ans qu'on n'a rien dit, qu'on n'a rien fait, évidemment que ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Menacer de licencier peut être un élément déclencheur non négligeable pour amener la personne à se soigner, mais ces mesures doivent être accompagnées médicalement. L'entreprise peut aussi avoir une part de responsabilité dans la détresse du collaborateur qui est pris par un stress trop important ou une pression au travail et qui peut utiliser l'alcool comme une sorte de béquille.
Je suis convaincu que le travail, l'environnement professionnel, même privé, peut être une des causes de dépendance. Ça c'est clair. Beaucoup d'entreprises le font, nous on le fait aussi. On essaie de voir dans quelle mesure on ne peut pas alléger, peut-être pas alléger, mais en tout cas faire en sorte que le cadre de travail soit compatible avec le bien-être des collaborateurs. Et de plus en plus régulièrement, on associe bien-être et performance, bien-être et puis satisfaction au travail, etc., comme des éléments profitables, des leviers de performance. Il ne faut pas oublier que dans une entreprise, si on a envie qu'elle dure, cette entreprise, elle doit aussi être performante. Elle le sera au travers des gens, et puis les gens le seront aussi au travers de leur bien-être et de leur satisfaction au travail. L'addiction, il faut toujours se rappeler cette notion importante dans l'addiction. On n'est pas dépendant à une substance simplement, on est dépendant à l'expérience qu'on en fait. Donc finalement, ce qui va être déterminant, c'est la valeur ajoutée qu'on a à travers cette consommation. Donc si moi j'ai consommé de l'alcool et puis que cette consommation d'alcool m'a amené à être moins timide, plus exubérant, plus ouvert aux autres, moins stressé, peut-être que sans le savoir, j'ai cette stratégie qui me convient, quoi. Donc peut-être dans un contexte où le stress sera supérieur, peut-être que je vais utiliser cette stratégie parce que finalement elle m'est chère, ou en tout cas elle m'est propre. Évidemment que c'est pas une bonne stratégie, c'est mieux de faire du sport, de faire du yoga, de faire de la musique, de parler. Mais il y a des personnes qui choisissent, qui font comme ils peuvent, mais c'est leur stratégie. Donc, pour vraiment conclure sur votre question, je pense que le travail en soi peut être un facteur aggravant, c'est sûr. Ça, chez les personnes les plus vulnérables, en soi, tout seul, ça n'explique pas, parce qu'il y a des tas de personnes qui n'ont aucun problème d'alcool, par contre, qui peuvent souffrir des conditions de travail, ça c'est certain, mais qui ne vont pas développer une alcoolodépendance, quoi. Dans les petites structures, les consommations d'alcool sont plus importantes et les mesures de prévention santé et d'aide aux collaborateurs sont aussi plus rares. Les grandes entreprises sont un peu plus sensibles à ces questions parce qu'elles savent qu'investir 1 franc dans la santé d'un collaborateur, c'est 3 francs de gagner plus tard. L'alcool n'est de loin pas la seule problématique santé. Les nouvelles générations qui arrivent au travail peuvent aussi souffrir de dépendance aux jeux, aux écrans, de stress, de fatigue chronique. Avec les critères d'efficacité et de performance au travail, il est de plus en plus difficile de garder un employé malade. Il se retrouve vite au bord de la société. C'est pour prévenir cette charge sociale que les spécialistes comme Christian Voirol ou Dwight Rodrigue tentent de sensibiliser le milieu professionnel, que ce soit à l'ivresse ponctuelle, aux consommations d'alcool impliquant des risques ou à la détection des consommations chroniques.